Si j'avais vu cette vidéo avant de commencer ma carrière, j'aurais évité des erreurs et une perte de temps monumentale. Madame, je prends ma carrière au sérieux. Monsieur le jeune professionnel, prends ton tabouret, assois-toi ici. Ce que je vais te dire peut littéralement changer ta trajectoire. Je suis arrivée à Toronto à la fin de mon adolescence. J'avais les yeux qui brillaient et des projets plein la tête et un manteau d'hiver tout droit venu d'un marché de Douala. Et surtout, je n'avais aucune idée de ce que voulait dire s'intégrer dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, avec 10 ans de recul, j'ai pleuré, j'ai réussi, j'ai douté, j'embauche, je forme, je construis des politiques, je recadre, je valorise. Je vais donc pouvoir te dire tout ce qui ne se trouve pas dans le guide de l'employé que l'on te remet pendant ton intégration. Voici donc 15 conseils que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la vie corporative. Tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi. On va parler concret, pas de victimisation, pas de polarisation, juste adaptation, intelligence culturelle et beaucoup d'ambition. N'oublie pas de t'abonner et de partager si tu veux continuer à recevoir du contenu en rapport avec la carrière, les ressources humaines et l'intégration, avec une petite touche de mode. Voici sans plus tarder le premier des 15 conseils que j'ai réservés pour toi. Premièrement, trouve-toi un mentor, pas une bestie, ni une meilleure amie. Dans tes débuts en entreprise, t'accrocher à la personne qui a le même vibe que toi, c'est bien. C'est un buddy, c'est un binôme, c'est ton collègue sympa. C'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Dès ta première semaine, cherche qui performe dans l'entreprise, qui a de l'impact. Moi, par exemple, j'avais repéré ma DRH, une femme extravertie, confiante, à l'aise en réunion. Moi, j'étais encore très introvertie. J'ai commencé à l'observer, à écouter ses conversations, à regarder sa posture, sa prestance, sa façon de s'habiller. Elle ne m'a jamais coachée officiellement. Mais juste être en contact avec elle, ça m'a propulsée. J'ai capté ses codes et je les ai réadaptés à ma façon. Rappelle-toi, vaut mieux apprendre des meilleurs que de rester au même niveau avec les gentils. Mon deuxième conseil concerne l'exclusion au travail, l'énergie que tu dois absolument protéger. On va parler d'un sujet tabou, l'exclusion au travail, la mesquinerie, l'hypocrisie. Quand j'ai commencé, je pensais naïvement que j'avais dépassé les dynamiques du secondaire. Tu sais, les petits clans, les regards qui jugent, les silences bizarres à la machine à café. Les tel a dit, les on a dit, les il a dit. Mais surprise, bienvenue dans le monde professionnel. La mesquinerie version compo, ça existe. Je vais te raconter une anecdote. Il y avait un collègue, appelons-la Karen, qui rayonnait dans l'open space. Elle parlait à tout le monde, elle riait fort, elle distribuait des compliments, sauf à moi, littéralement. Un jour, elle a demandé à un collègue de lui passer un dossier, alors que j'étais littéralement assise en face du dossier en question. Je t'assure, j'étais complètement invisible. Et tu sais quoi? Ça me démoralisait. Je me demandais, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi elle se comporte comme ça? Mais non, non, non. Ce n'est pas toi le problème. Je ne veux plus que tu penses de cette façon si une situation similaire t'arrive. C'était l'énergie de l'exclusion passive. Dans cette communauté que nous bâtissons, je veux que tu saches une chose. Tu n'as pas besoin de faire partie d'un clan. Tu n'as pas besoin de manger avec les
Mean Girl version Microsoft pour exister dans l'entreprise. Et surtout, protège ton énergie. Quand quelqu'un commence à critiquer un autre collègue devant toi, genre, as-tu vu la chaussure de Géraldine de la compta? Ou les « je déteste Séraphine du marketing ». Réponds avec quelque chose de classe et d'assez classique, style « Moi, j'aime bien Géraldine. Je trouve qu'elle est toujours de bonne humeur. Et elle peut tout porter. » Sois cette personne qui impacte positivement ta culture organisationnelle. Réponds à l'hypocrisie par un travail de qualité. Parce que si on piaille avec toi, on piaille sur toi dès que tu as le dos tourné. Mon conseil numéro 3 concerne les lunchs, qui sont pour moi un outil d'intégration. Monsieur l'introverti, nouvel arrivant, expatrié, je vous parle ici très fort. Je te vois déjà rouler les yeux, me toiser. Vraiment, elle va nous parler de nourriture, celle-là. Oui, parce que ce que tu fais entre midi et 1h, c'est le reflet de ta stratégie d'intégration. Moi, par exemple, j'ai un marqueur de diversité culturelle. Je viens d'un contexte où on mange vite, très vite et en silence. Mon père disait souvent, la bouche qui mange ne parle pas. Et dans mes débuts, je me disais, je ne suis pas venue ici pour socialiser, hein. Je suis venue ici pour bosser. Résultat, j'ai mis 3 fois plus de temps à créer des liens. Je vivais une dissonance cognitive. Je ne comprenais pas les blagues. Je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais étrangère. Je veux absolument que tu comprennes que les pauses repas, ce n'est pas juste pour manger. Ça te permet de mieux connaître la dynamique d'équipe. Et parfois, ça te permet d'apprendre à connaître ta collègue que tu trouves très froide. Il suffit de lui demander si Minou ou Pitou sont chien galou. Je sais, pour nous qui portons un marqueur de diversité, ce n'est pas naturel de parler du chat de Geneviève, ni de la recette de muffins de Cathy, encore moins des fins de semaine au chalet de Mathieu. Mais ici, le small talk, c'est une compétence professionnelle. Je ne te demande pas de devenir extraverti. Je te demande de fitter ton équipe. Quand tu refuses une invitation à lunch, tu refuses aussi parfois des opportunités. Conseil numéro 4, la facture d'être social. On ne va pas se mentir. Entre les lattés au lait d'avoine à 10 $, les repas à 18 $, les Uber pour ne pas arriver mouillé et les vêtements professionnels, être social, ça peut devenir une grosse pression financière. Moi, je voulais tellement donner l'image d'une girly corporate neck et toujours disponible que je dépensais sans réfléchir. Tous les jours, petit déjeuner, lunch, café de 15 heures. Matcha. Et pourtant, mon salaire d'entrée était roulement de tambour. Ridicule. Insignifiant. Insipide. Je vous dis souvent, soyez visible. Va à des lunchs. Connecte avec ton équipe. Oui, mais pas au détriment de ta santé financière. Mon conseil, mon expérience, cuisine tes propres lunchs pour ta semaine. Dimanche, cuisine-toi 5 plats. Investis dans un vrai thermos. Pas besoin que ce soit un branding Stanley fancy. Un lunch bag esthétique. Ça te donne l'air pro tout en mangeant tes repas de la maison. Et surtout, déculpabilise. Tu peux être engagée, présente, charmante, sans exploser ton budget.
Être stratégique, c'est aussi investir dans son personal branding. C'est ta façon d'apparaître, de gérer ton image, mais sans sacrifier ta paix financière. Je t'invite à aller écouter ma vidéo sur la marque personnelle. Et si ton post te coûte plus cher qu'il ne te rapporte, ce n'est peut-être pas le bon post. Mon conseil numéro 5, ton look. Première chose à savoir, on va te prendre en photo. Oui, pour ton badge, pour la photo qui va représenter ton profil à l'interne. Et la photo qui risque de ressortir pendant tes anniversaires. Ce n'est pas une question de superficialité, c'est une question d'aimer la photo qui va représenter ton badge. Deuxième chose, tu as le droit d'arriver en claquettes et en sneakers. Tu pourras t'échanger dans les vestiaires ou dans ton bureau. Le look corporatif ne doit pas te faire souffrir. Tu ne dois pas marcher dans tous les métros de Montréal avec des talons aiguilles. Ce n'est pas la Fashion Week, ce n'est pas non plus un gala. Troisième chose, et non des moindres, l'élégance ne coûte pas cher. Un pantalon bien repassé, une chemise propre, un petit bijou qui te donne la confiance, une bonne haleine, une bonne odeur corporelle. Ce n'est pas le prix de ta tenue qui impressionne, c'est ta posture. Rappelle-toi, les gens ne se souviennent pas vraiment de ce que tu portes. Ils se souviennent de ce que tu dégages. Mon 6e conseil concerne la trousse de survie que j'ai préparée pour toi. Prépare-toi une petite trousse de secours à laisser dans ton tiroir, dans ton sac, dans ton casier. Crois-moi, ça peut sauver plus d'une fois. Voici ce que tu dois toujours avoir avec toi au travail. Des tampons ou serviettes hygiéniques. Soit cette collègue qui sauve la vie d'une autre collègue. Une brosse à dents, du dentifrice ou de la gomme. Un déodorant mini format. Un baume à lèvres, un gel antibactérien. Un chargeur au câble universel pour ton téléphone. Un miroir de poche. Des barres protéinées. Whatever, mais une collation. Des essuie-lunettes. Des pansements. Aïe, les nouvelles chaussures. Et enfin des Kleenex. Et sache que ce n'est pas être trop ou extra. C'est être prévoyant. Et dans le monde professionnel, la prévoyance est une forme d'organisation. Mon conseil numéro 7, respecte les micro-ondes. Là, je sens que je vais me faire atomiser. Je vais dire les vérités qui fâchent. Mais il vaut mieux que ce soit moi qui te le dise en privé plutôt que ton gestionnaire. Je suis issue de la diversité. Donc, j'aime mon poisson brisé. Mais au travail, no way. Je les garde pour les potlucks. Les moments de partage de culture et de repas entre employés. Et surtout pas pour le micro-ondes à 12h07 un mardi dans un open space. Pourquoi? Parce que le micro-ondes, lui, il l'amplifie. Il ne juge pas, mais il diffuse. Ton plat, aussi délicieux soit-il, peut déranger. Je sais que ce sujet peut fâcher, mais écoute-moi bien. Ce n'est pas une question de renier ta culture. C'est une question de vivre en société. Les odeurs fortes, les épices puissantes, plat fermenté, ça peut vite créer des malaises. Et ce malaise, même s'il est infondé, peut avoir un impact sur la perception que l'on a de toi. Donc, sois stratégique. Prévois des plats neutres en semaine et tes plats préférés à la maison. Garde tes spécialités pour les journées d'équipe où tu pourras en parler avec fierté. Leur faire découvrir une part importante de ta culture. Et si tu veux vraiment réchauffer ton photo sauce graine, choisis un moment où la salle est vide. C'est tout. Ce n'est pas de l'autocensure, c'est de l'intelligence sociale. Mon conseil numéro 8, les 5 en 7, les after party. Tu veux une vérité sur les RH?
Les meilleures discussions ne se font pas toujours dans les salles de réunion. Elles se font après 17 heures, un verre à la main. Je te parle ici des 5 à 7, des événements de bureau, souvent informels, parfois ennuyeuses, mais toujours très stratégiques. Je sais, tu es fatigué, tu veux rentrer, tu veux ton Netflix, te rouler dans ton pyjama, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi tu devrais y aller. C'est là où tu crées des liens, sans pression hiérarchique. C'est là où tu montres une autre facette de toi, moins corporative, et ça, les gens s'en souviennent. C'est là où tu entends les projets à venir, les départs, les ouvertures de postes, avant même qu'ils ne soient publiés à l'interne. Moi, j'ai décroché une mission RH simplement parce que j'ai parlé de mon intérêt pour l'EDI à ma directrice. Un jeudi soir autour d'un verre d'eau gazeuse. Tu n'es pas obligé de rester 3 heures, honnêtement. Tu peux faire acte de présence, arrive à l'heure. Salue les bonnes personnes. Crée de vraies conversations, puis rentre sans culpabiliser. Et si tu es très introverti, fixe-toi un objectif simple. Parler à 2 personnes que tu ne connais pas bien. C'est tout. Tu plantes les graines et crois-moi, elles finiront par pousser. Numéro 9, mon conseil numéro 9, il n'y a pas d'amitié au travail, agis en conséquence. Premièrement, je sais que ça peut choquer. Je te le dis avec toute l'affection d'une grande sœur RH. Au travail, les gens ne sont pas ta famille. Tant que vous ne vous voyez pas dans vos résidences personnelles et que vous ne partagez pas vos vrais moments de vie et l'intimité, ce n'est pas ton ami, c'est ta collègue. Et attention, je ne te dis pas ça pour te rendre méfiante au travail, je te dis ça pour te protéger émotionnellement. Un collègue que je considérais comme très proche n'a pas hésité à me contredire publiquement dans une réunion pour se rapprocher d'un gestionnaire. Ce jour-là, j'ai compris, on rigole oui, mais nous ne sommes pas des amis et c'est bien correct. Trop de familiarité engendre le mépris. Je veux que tu sois poli. Je veux que tu sois chaleureux. Je veux que tu sois convivial, respectueux des valeurs organisationnelles. Je veux que tu fixes des limites raisonnables. Évite les conversations trop personnelles au bureau. Mon ex, mon coup d'un soir, la géopolitique qui fâche. Garde une part de mystère sur ta vie privée. Ne dis pas tout, même à celui qui te semble trop cool et trop gentil. Deuxièmement, le piège du « on est une grande famille ici ». On est une famille peut vite devenir reste plus tard, même si tu as une... On s'entraide peut vite devenir fais le travail de 8 personnes sans poser de questions. Tu veux mon conseil? Remplace mentalement le mot famille par équipe professionnelle bienveillante. Parce que dans une vraie équipe, il y a des règles de jeu claires, des rôles définis, de la reconnaissance formelle et une justice organisationnelle. Bon, on ne choisit pas sa famille, mais tu as le pouvoir de choisir ton milieu de travail. Enfin, on arrive au conseil numéro 10 et le plus important à mon avis, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi tu dois arrêter de croire que tout le monde sait mieux que toi? Tu crois que ton collègue a tout compris? Il fait peut-être un copier-coller d'un ancien dossier. Tu crois que ta gestionnaire maîtrise tout? Elle appelle probablement un mentor en panique après des réunions. Moi, je me souviens de mes débuts. Je relisais mes courriels 4 à 5 fois avant d'oser cliquer sur le bouton « Envoyer ». Et quand j'envoyais, je cliquais à nouveau sur « Recall ». Je faisais semblant de comprendre certains acronymes. Je notais en cachette pour googler après.
Et pendant des mois, j'ai cru que j'étais une erreur de casting. Ce doute-là, c'est le prix de la nouveauté. Pas une preuve d'incompétence. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour poser les bonnes questions. Tu as le droit de dire « Je vais peut-être paraître ignorante, mais c'est quoi un expense report? » Tu peux commettre des erreurs. La culture de l'erreur doit être tolérée. Ceci pour susciter l'innovation. Et si tu veux un petit truc mental, rappelle-toi que les gens ne remarquent pas autant que tu ne le crois. Ils sont eux aussi concentrés sur leurs propres erreurs, leurs propres deadlines, leurs propres insécurités. Donc, arrête de croire que tu es observé sous microscope. Petite anecdote personnelle, j'ai commis une erreur sur un fichier. Puis je suis allée voir ma gestionnaire. Je lui ai expliqué calmement. J'ai proposé une solution. Elle m'a remercié. Point final. Et c'était réglé. Mon conseil numéro 11 pour les personnes les plus timides, demandez une augmentation annuelle. Je vais être directe. Si tu ne demandes pas, tu perds de l'argent chaque année. Pourquoi? Parce que le plus tu es discrète, plus tu coûtes peu. Et plus tu acceptes, plus c'est pratique. Tu dois viser au moins l'augmentation liée à l'inflation chaque année. C'est un minimum. Tu peux t'appuyer sur les indices de la Banque du Canada ou les moyennes sectorielles. Tu dois documenter tes réussites. Oui, je sais. Tu fais ton travail, mais il faut que ce soit visible, clair et mesurable, quantifiable. Ce que je recommande, c'est de créer un dossier de tes réussites par trimestre. Chiffres, feedback, projet. Fixe une rencontre annuelle avec ton gestionnaire pour parler de ton évolution. Prépare ton speech calmement, sans agressivité, mais avec assurance. Monsieur, voici ce que j'ai accompli cette année. Voici ce que j'aimerais discuter pour la suite. Si on te dit non, prends note, pose des bonnes questions, tu analyses la réponse et tu décides est-ce que je vais m'améliorer ou est-ce que je fais valoriser mes compétences ailleurs? Monsieur, madame, voici le conseil numéro 12. Développement de compétences. Comment 15 minutes par jour peuvent transformer ta trajectoire? Ce qui fait vraiment la différence entre deux employés à compétences égales, c'est la discipline d'apprendre en continu. Pas besoin de te bloquer tes samedis pour faire un MBA. Ce que je te propose, c'est 15 minutes par jour. Lire un article, regarder un tutoriel Excel, écouter un balado podcast métier en te préparant le matin avant d'aller au travail. Il y a une loi qu'on appelle la loi du 1% qui oblige les employeurs dont la masse salariale est supérieure, si je me souviens bien, à 2 millions, à investir dans les formations de leurs employés pour contrer le syndrome du crocodile ou encore appelé l'obsolescence des compétences. De ce fait, tu as le pouvoir d'empêcher qu'on te remplace par une machine. Et tu le fais comment? En posant les bonnes questions. Demande à ton employeur s'il y a des formations qui sont subventionnées. S'il y a un programme de remboursement des frais de scolarité par ton organisation. Moi, j'ai appris à faire des tableaux croisés dynamiques sur YouTube. Personne ne m'a rien demandé. Mais quand ma DG a eu besoin d'un rapport visuel et clair, j'étais la seule personne prête. Résultat, c'est moi qui ai présenté le tableau au comité et j'ai gagné en visibilité. Mon conseil numéro 13. Les acronymes au bureau. Pose la question, même si tu as peur d'avoir l'air bête. Tu vas vite t'en rendre compte. Le jargon corporatif, c'est du véritable charabia. Un jour, on m'a dit, il faut que tu prépares un pre-scrum avec un MOD pour la réunion KPI.
Lord, I was so stressed. Je n'ai absolument rien compris. Ensuite, j'ai googlé toute la phrase. Je ne comprenais rien. Personne ne t'expliquera si tu ne poses pas de questions. Dis toujours, je veux m'assurer de bien comprendre. Quand vous parlez de FIFO, vous faites référence à quoi exactement? Tiens-toi un lexique, vocabulaire où tu vas noter chaque nouveau mot. Parce que oui, chaque entreprise a son jargon, sa langue, sa culture, ses références. Et tu as deux choix. Faire semblant de comprendre ou comprendre pour de vrai. Et je te recommande vivement la deuxième option. Mon avant-dernier conseil. Conseil numéro 14. Ta voix compte. Tu dois apprendre à parler, à prendre la parole, même quand tu doutes. Je vais te dire franchement. Si tu ne prends jamais la parole en réunion, on va t'oublier. Tu vas bosser, tu vas livrer, tu vas faire des miracles. Mais si tu n'oses pas ouvrir la bouche, ton impact va rester invisible. Et je sais que c'est difficile. Tu te dis, je n'ai rien d'intelligent à dire. Ils savent mieux que moi. Je vais avoir l'air d'une cinglée. Stop. Si on me donne 1 heure pour couper un arbre, je vais prendre 4 heures pour aiguiser ma scie. Le pouvoir de la préparation. Inscris-toi à des clubs d'art oratoire comme Toastmaster. Prépare tes interventions. Mais pitié, interviens. Conseil numéro 15. Ce que tu vis est peut-être inconfortable, mais c'est temporaire et tu vas t'en sortir. Tout ça, c'est normal. Et surtout, tout ça, c'est temporaire. Les débuts sont inconfortables. L'adaptation est exigeante. L'intégration est parfois silencieuse. Mais chaque jour que tu passes à apprendre, à observer, à ajuster ton positionnement, tu avances. Je suis fière de toi. Et si personne ne te le dit aujourd'hui, bravo d'être encore là. Bravo de vouloir comprendre. Bravo de ne pas abandonner. Fin de l'épisode, mais c'est le début d'une carrière exceptionnelle et j'en suis sûre.